He was an action hero, a cultural icon, a martial arts legend on the cusp of superstardom. Il était un héros d'action, une icône culturelle, une légende des arts martiaux au seuil de la super-célébrité. La scène est légendaire. Bruce Lee dans le rôle de Chen Zhen, debout au milieu des décombres d'un dojo japonais, entouré de ses adversaires vaincus. Mais ce que la plupart des spectateurs n'ont jamais su, c'est que la destruction ne s'est pas arrêtée quand les caméras se sont éteintes. Parce qu'en coulisses, quelque chose de bien plus sombre couvait. Les membres de l'équipe chuchotaient à propos de disputes violentes, de décors brisés et d'égos froissés. L'un des protagonistes était Bruce Lee, l'autre Hiroshi Suzuki, interprété par l'acteur japonais Chikara Hashimoto. Pris entre eux, le réalisateur Lo Wei, dont le conflit avec Bruce allait déclencher le chaos aussi bien à l'écran qu'en dehors. Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur des bobines cachées contenant des images tournées en coulisses qui révéleraient ce qui s'était réellement passé lors de ce tournage devenu célèbre. Un combat si intense, si réel, qu'il n'a pas seulement marqué l'histoire du cinéma, il a failli détruire pour de vrai un dojo japonais entier, quand la fiction est devenue trop réelle. Sur le plateau, l'air était électrique. Le bruit du bois qui se brise résonnait dans tout le studio, tandis que Bruce Lee, dans la peau de Chen Zhen, affrontait Hiroshi Suzuki, incarné par Chikara Hashimoto, dans ce qui allait devenir l'une des scènes de combat les plus emblématiques du cinéma. La chorégraphie était censée être précise, contrôlée, symbole de la fierté chinoise face à la domination japonaise, force contre arrogance. Mais dès que les caméras ont tourné, quelque chose a basculé. Bruce n'était pas satisfait du combat cinématographique, il voulait que ce soit plus vrai. Chaque coup devait avoir de l'impact. Chaque frappe devait signifier quelque chose. Sa philosophie, emotional content, n'était pas que des mots. Il la vivait, même sur un plateau. Les membres de l'équipe se souvenaient que les coups de pied de Bruce touchaient plus fort que prévu. Chaque coup portait le poids de son perfectionnisme. Hashimoto, artiste martial expérimenté et ancien joueur de baseball au tempérament compétitif, n'était pas du genre à reculer. Au lieu de simuler les réactions, il encaissait les coups et les rendait avec la même force. Ce qui avait commencé comme une chorégraphie s'est lentement transformé en un échange dangereux. Le rythme du combat est devenu imprévisible. Moins dense, plus duel. Le réalisateur Lo Wei observait derrière la caméra, partagé entre l'émerveillement et l'inquiétude. Chaque prise ressemblait à un éclair mis en bouteille. Magnifique mais volatile. Bruce voulait de l'émotion brute. Lo Wei voulait du contrôle cinématographique. Cette friction irradiait à travers chaque coup. La tension atteint son paroxysme lors de la scène finale quand le Chen Zhen de Bruce assène un coup de pied dévastateur qui envoie Suzuki à travers la fenêtre du dojo. Le coup était si explosif qu'il a brisé non seulement la vitre, mais toute l'ambiance du plateau. L'équipe s'est figée. Pendant une fraction de seconde, personne ne savait si Hashimoto jouait ou s'il était vraiment blessé. Les images chocs tournées en coulisses de cet instant intense où le combat Bruce Lee contre Suzuki a détruit un dojo japonais entier sont devenues légendaires. Certains disaient que c'était prévu, d'autres juraient que non. Les rumeurs prétendaient que la puissance du coup de pied de Bruce était réelle, assez forte pour projeter Hashimoto contre le mur du décor et faire éclater une partie de la structure en bois. Vrai ou pas, l'histoire s'est propagée comme une traînée de poudre. Ce qui est indéniable, c'est l'intensité qui émanait de Bruce ce jour-là. Il ne jouait plus, il libérait des années de frustration, de philosophie et de fierté dans ce combat. Ce n'était plus seulement Chen Zhen qui défendait l'honneur chinois à l'écran, c'était Bruce Lee qui prouvait que les arts martiaux n'étaient pas qu'un spectacle. C'était esprit, discipline et vérité. Quand le réalisateur a enfin crié « coupé », le dojo était en ruine. Décor cassé, murs enfoncés, l'équipe muette. Bruce se tenait au milieu des débris, respirant lourdement, concentré, presque inconscient de la destruction autour de lui. Ce n'était plus seulement une scène de film. Quelque chose de brut avait été capturé, quelque chose qui brouillait la frontière entre jeu et réalité. Ce moment, gravé dans l'histoire du cinéma, allait redéfinir à jamais la façon dont le public percevait le cinéma d'arts martiaux. Ce jour-là, Bruce Lee a transformé la fiction en vérité et ce faisant, a rendu la scène légendaire du film effrayamment réelle. La scène qui a détruit le décor.
Alors, comment Bruce Lee a-t-il réussi à détruire tout un dojo ? La réponse tient en partie à sa conception. Le décor avait été construit pour ressembler à des poutres en bois fragile, des murs en papier et des paravents fins censés se briser au moindre contact. Mais personne ne s'attendait à ce que tout s'effondre pour de vrai. Quand les caméras ont commencé à tourner ce matin-là, l'équipe sentait que la concentration de Bruce Lee était affûtée comme une lame. Chaque mouvement était contrôlé mais explosif. Chikara Hashimoto se tenait face à lui, stable et discipliné, attendant le signal. La scène était censée montrer la fureur de Chen Zhen, un homme poussé à venger son maître en démantelant le dojo qui l'avait humilié. Mais ce qui devait être une performance s'est transformé en quelque chose de bien plus intense. Dès que Bruce a commencé à frapper, les murs ont cédé un à un. Ses coups de pied étaient plus forts que prévu. Projetant les accessoires dans les airs, les tables se brisaient, les armes volaient, les éléments décoratifs éclataient avant même qu'on puisse crier « coupez ». Les premières prises étaient époustouflantes, pure puissance cinématographique. Mais à la 5e, le décor ne tenait plus. L'équipe se précipitait pour réparer ce qu'elle pouvait. Pourtant, à chaque fois que Bruce revenait sur le plateau, quelque chose d'autre cassait. Un accessoiriste a raconté plus tard que la poutre principale du dojo s'était fissurée en plein milieu d'une prise, ce qui n'était absolument pas prévu, mais les caméras continuaient à tourner, capturant des morceaux de bois et de la poussière qui pleuvait, tandis que Bruce chargeait à travers le chaos, les yeux rivés sur Suzuki. Le résultat était puissant, une destruction réelle, pas un désordre mis en scène. C'est là que l'énergie a basculé. Des témoins ont dit qu'Hashimoto, refusant d'être surpassé, a commencé à rendre les coups avec la même intensité. Leurs frappes n'étaient plus les échanges doux d'acteurs. Elles étaient lourdes, rapides et dangereuses. Ça ne ressemblait plus à du jeu, se souvenait un membre de l'équipe. On sentait l'air changer. Personne n'osait intervenir. La tension qui couvait entre Bruce et le réalisateur Lowery n'a fait qu'attiser le feu. Bruce, guidé par sa philosophie du réalisme, détestait l'artifice. Lowery, connu pour sa direction stricte, voulait le contrôle de chaque plan. Au milieu de cette tempête créative se tenait Hashimoto, essayant de concilier le respect pour Bruce et la loyauté envers le réalisateur. C'était le prélude au moment choc dont tout le monde se souvient. Selon les notes de production, la prise a commencé normalement. Bruce a chargé, Hashimoto a contré, la chorégraphie se déroulait comme répété. Mais quand Bruce a asséné le coup de pied tournant final, celui censé envoyer Suzuki à travers la fenêtre, la puissance était écrasante. La fenêtre a explosé, le cadre s'est désintégré et Hashimoto est passé au travers avec un réalisme qu'aucun coordinateur de cascade n'aurait pu reproduire. Le plateau est devenu silencieux. Pendant plusieurs secondes, personne n'a bougé. Puis le chaos a éclaté. Assistants qui accourent, cadreurs qui baissent leur caméra, le réalisateur qui crie, incrédule. Hashimoto s'est relevé, secoué mais indemne, la poussière collée à son uniforme. Bruce, haletant, semblait ne pas savoir si ce qui venait de se passer allait être salué ou condamné. On disait que le décor du dojo avait dû être reconstruit 2 fois après ça, non pas à cause d'effets spéciaux, mais parce que la puissance de Bruce et son refus de tricher avaient littéralement tout détruit. À la fin du tournage, l'équipe était épuisée, les murs étaient fissurés, les accessoires ruinés, les nerfs un à vif. Pourtant, quand la scène a été visionnée en salle de montage, tout le monde s'est tu à nouveau. Pas de peur cette fois, mais d'admiration. Ce qu'ils voyaient n'était pas du simple jeu d'acteur. C'était la vérité capturée sur pellicule. Brute, sans filtre, impossible à reproduire. La scène du dojo, censée être une vengeance symbolique pour Chen Zhen, était devenue bien plus. Un reflet du propre combat de Bruce pour la liberté créative. Il avait détruit le décor, mais en faisant cela, il avait créé un moment que le cinéma n'oublierait jamais, les images cachées et les bobines qui ont fuité. Pendant des décennies, la scène du dojo est restée l'un des moments les plus emblématiques de Bruce Lee. Brute, puissante, inoubliable. Pourtant, dans les cercles cinéphiles, une autre histoire persistait. Des rumeurs de bobines cachées et de bandes non montées ont commencé à circuler discrètement dans les années qui ont suivi la mort de Bruce, prétendant révéler ce qui s'était vraiment passé au milieu du chaos ce jour-là. Tout a commencé par des murmures parmi les insiders de la Golden Harvest. Quelqu'un affirmait
qu'en post-production, l'équipe de montage avait reçu l'ordre de couper certaines séquences du combat Bruce Lee contre Suzuki, où les tempéraments s'enflammaient, où le timing partait en vrille et où les contacts étaient réels. Ce n'étaient pas des chutes, c'était des preuves de quelque chose d'improvisé. Un monteur adjoint, parlant des années plus tard sous couvert d'anonymat, a décrit des boîtes de bobines Super 8 entreposées dans la cave du studio, simplement étiquetées Dojo inutilisées. Il prétendait qu'en visionnant l'une d'elles, il avait vu des images qui ne ressemblaient enfin plus à du jeu, les coups portaient trop fort, les expressions étaient trop crues. Et en arrière-plan, des voix criaient « Arrêtez de tourner, arrêtez !» C'est ainsi qu'est née la légende des images chocs tournées en coulisses. Collectionneurs et historiens du cinéma se sont mis à traquer ces bobines manquantes. Certains juraient avoir vu de courts extraits lors de projections privées à Hong Kong, des scènes où la frustration de Bruce était évidente, ses mouvements plus rapides, plus durs, moins contrôlés. À un moment, il sortirait complètement du personnage, quitterait le plateau en secouant la tête et en marmonnant. Vrai ou faux, monté ou pas, personne ne pouvait le dire. Mais chaque histoire partageait le même détail glaçant, une bobine qui s'arrête brutalement, juste au moment où la confrontation semble monter d'un cran. Des décennies plus tard, lors de projets de restauration numérique des archives de Bruce Lee, les fans ont remarqué de subtiles différences entre les versions internationales du film. Quelques images par-ci, un angle de caméra par-là, assez pour soulever des questions. Quelqu'un avait-il essayé discrètement d'effacer les traces du vrai combat ? Un technicien hongkongais se souvenait d'une seule bobine arrivée endommagée, brûlée sur le bord, étiquetée « Ne pas projeter ». Personne ne savait ce qu'il y avait dessus, et peu après elle a complètement disparu des registres du studio. Ce qui rend ces histoires si captivantes, ce n'est pas seulement ce qui pourrait se trouver sur ces bobines, mais ce qu'elles représentent, un moment où l'illusion cinématographique a percuté la réalité. Une scène de combat si intense, si incontrôlée que même des décennies plus tard, ces vestiges pourraient encore troubler ceux qui l'ont vécu. Les historiens qui ont étudié l'événement disent que le mystère de ces images perdues ajoute une couche supplémentaire à la légende de Bruce Lee. Non pas comme acteur ou artiste martial, mais comme un homme obsédé par l'authenticité. Il ne voulait pas jouer la vérité, Sense, il voulait la vivre. Et peut-être que cette quête a eu un coût que le monde n'a jamais pleinement vu. Personne n'a jamais officiellement confirmé l'existence de ces bobines manquantes. Le studio nie qu'il existe des copies survivantes. Mais encore aujourd'hui, des collectionneurs à travers l'Asie continuent de chercher, convaincus que quelque part dans un coffre privé se trouve une bobine marquée Dojo, prise 5, et si ces images refondent un jour surface, elles pourraient enfin montrer au monde ce qui s'est vraiment passé quand le combat fictif entre Bruce Lee et Suzuki est devenu dangereusement réel. Un moment où l'histoire du cinéma a basculé dans la légende. La querelle avec le réalisateur Lo Wei. Si la scène du dojo symbolisait la puissance brute de Bruce Lee à l'écran, la vraie bataille se déroulait derrière la caméra, et ce n'était pas avec Suzuki. C'était avec Lo Wei, l'homme qui dirigeait le chaos. Lo Wei était une figure établie du cinéma hongkongais, connu pour son timing précis et son storytelling à l'ancienne. Il valorisait l'ordre, le contrôle et la domination du réalisateur sur chaque plan. Bruce, lui, était différent. Il n'était pas seulement acteur, il était visionnaire. Pour lui, chaque coup, chaque mouvement avait un sens. Les arts martiaux, ce n'étaient pas des points de style, c'était de la philosophie en mouvement. Dès le début, leurs visions se sont heurtées, Bruce voulait de la vérité, Lo Wei voulait du spectacle. Les membres de l'équipe décrivaient une tension croissante sur le plateau, l'air chargé de frictions créatives. Pendant les répétitions, Bruce s'arrêtait souvent en pleine scène pour proposer des changements. « Ça ne sonne pas vrai », disait-il, en montrant sa propre version du mouvement, plus rapide, plus serré, plus instinctif. Lo Wei, derrière la caméra, demandait de la retenue. « C'est trop violent, c'est trop brut. » Un assistant se souvenait du jour où tout a explosé. Bruce avait entièrement retravaillé une séquence, ajoutant du jeu de jambes, des blocages réels et une chorégraphie plus ancrée. Lo Wei a refusé de la tourner. Ce qui a suivi a été une engueulade qui a résonné sur tout le plateau. Les lumières se sont éteintes, les caméras se sont arrêtées, l'équipe était figée, ne sachant pas s'il fallait intervenir. Bruce défendait l'authenticité. Lo Wei défendait la direction.
Pour Bruce, le cinéma c'était discipline et vérité. Pour Lowery, c'était public et contrôle. Deux philosophies qui s'entrechoquaient, Orient et Occident, art et autorité. Ce jour-là, la production s'est arrêtée près de 4 heures. Quand le tournage a repris, l'énergie avait changé. La scène du dojo qui a suivi, celle que les fans appellent aujourd'hui le combat le plus réel jamais filmé, portait les traces de ce conflit. On le voyait dans l'intensité de Bruce, dans son refus de retenir ses coups. Certains membres de l'équipe ont affirmé plus tard que ce qu'on voit dans les images coulisses de Bruce Lee contre Suzuki est né précisément de cet instant, l'émotion brute d'un homme qui se battait pour sa liberté créative devant et derrière la caméra. Lowery, de son côté, voyait Bruce comme imprévisible, brillant mais têtu, trop attaché à un idéal qui mettait en péril la stabilité de la production. Des années plus tard, dans des interviews, il a admis que Bruce voulait se diriger lui-même. Il ne voulait pas jouer, il voulait commander, et d'une certaine façon, il l'a fait. Après La Fureur de vaincre, Bruce a commencé à prendre davantage le contrôle de ses projets. Il a écrit, a chorégraphié, et finalement réalisé La Fureur du Dragon, son premier pas vers une indépendance créative totale. Ce qui avait commencé comme un conflit sur un plateau bondé à Hong Kong est devenu l'étincelle qui a façonné le destin de Bruce Lee. Mais cette indépendance a eu un prix. La querelle entre Bruce et Lowery n'a jamais été totalement résolue. Les deux hommes ont continué à raconter leur propre version des faits, façonnant chacun leur héritage. Lowery soutenait que Bruce était difficile à diriger. Bruce pensait qu'il se libérait de ses chaînes. Leur affrontement créatif reste l'un des moments les plus déterminants et les moins discutés de la carrière cinématographique de Bruce Lee. Ce n'était pas une question d'ego, c'était une question de vision. Quand le public a plus tard regardé La Fureur du Dragon ou Opération Dragon, ce qu'il voyait n'était pas seulement Bruce Lee l'acteur, c'était Bruce Lee le réalisateur, le penseur, l'homme qui avait autrefois combattu non seulement Suzuki, mais tout un système qui essayait de le contenir. Et tout a commencé dans ce dojo en ruine, l'endroit où la fiction est devenue dangereusement réelle et où Bruce Lee a appris que parfois, pour créer la vérité à l'écran, il faut défier tout ce qui se trouve derrière. Les lendemains que personne n'avait anticipés. Quand La Fureur de vaincre est enfin sortie en salle en 1972, ce n'était pas juste un film de kung-fu de plus. C'était une explosion culturelle. Le public explosait quand le Chen-Gen de Bruce Lee entrait dans le dojo et affrontait ses ennemis de face. L'intensité, l'émotion, la conviction absolue dans ses mouvements sonnaient vrai, trop vrai. Et peut-être que c'est parce que, d'une certaine façon, c'était le cas. Dans toute l'Asie et au-delà, on ne parlait que de la séquence de destruction du dojo. Les journaux la saluaient comme l'une des scènes les plus puissantes jamais filmées, tandis que les artistes martiaux analysaient chaque image pour décoder la précision des mouvements de Bruce. Mais pour ceux qui étaient Walala ce jour-là, le souvenir était moins une question de chorégraphie que de chaos. Derrière les applaudissements, le décor laissé en morceaux était devenu le symbole de jusqu'où Bruce était prêt à aller pour la vérité à l'écran. L'énergie qu'il avait libérée n'avait pas seulement cassé des accessoires, elle avait brisé les attentes sur ce que pouvait être une chorégraphie de combat. Pourtant, pour Chikara Hashimoto, l'acteur qui incarnait Suzuki, l'expérience a laissé sa propre marque. Connu pour son professionnalisme discret, Hashimoto parlait rarement de cette rencontre. Des insiders ont révélé plus tard qu'il évitait totalement les interviews sur cette scène, refusant de revenir sur ce qui s'était passé. Il y avait des murmures selon lesquels le coup physique avait été réel, pas seulement pour les cascadeurs, mais pour lui personnellement. D'autres proches de la production disaient que Bruce avait tendu la main après coup, exprimant des regrets si les choses étaient allées trop loin. Un assistant se souvenait que Bruce avait dit « Si mon coup était trop fort, je lui dois mon respect ». On ne sait pas si ces excuses ont vraiment eu lieu, ce qui est certain, c'est que les deux hommes, malgré leur affrontement, sont repartis avec un respect mutuel forgé dans l'intensité. Le dojo détruit, autrefois un décor soigneusement construit, est resté plusieurs jours en l'état après la fin du tournage, comme un monument silencieux. Les membres de l'équipe passaient devant en silence, remarquant à quel point les murs brisés et les tatamis éparpillés semblaient
presque poétique. Ce n'était plus seulement un décor. C'était le lendemain d'un art poussé à ses limites. Quand le studio a visionné les rushs, ils ont compris ce qu'ils avaient entre les mains. Cette séquence, née de la tension et du chaos, portait une puissance que personne ne pourrait reproduire. Elle est devenue le cœur de la campagne marketing du film, le centre émotionnel de la fureur de vaincre. Et pour Bruce, elle a marqué le moment où sa vision a transcendé l'écran, où sa quête d'authenticité est devenue quelque chose de mythique. Mais avec les années, l'histoire de ce qui s'était vraiment passé a commencé à créer sa propre légende. Des membres de l'équipe qui étaient restés silencieux ont commencé à partager des bribes, des chutes, des bobines non montées, des cris venant de derrière la caméra. Bientôt, les rumeurs d'un enregistrement perdu se sont répandues. Une bande montrant ce qui s'était passé pendant les prises chaotiques ce jour-là. Certains pensaient qu'elle révélait la frustration de Bruce. D'autres disaient qu'elle exposait la tension entre lui, Hashimoto et Lowey, où que se trouve la vérité, une chose était claire. Cette scène n'a pas seulement marqué l'histoire du cinéma, elle a capturé le prix de la perfection. Pour Bruce, c'est devenu une leçon définitive. La maîtrise, ce n'est pas seulement la force ou la technique, c'est le contrôle. Pour le reste de l'équipe, c'était un rappel de la mince frontière qui sépare l'art de l'accident. Même des décennies plus tard, quand les fans regardent ce moment iconique, Bruce Lee debout au centre du dojo, ravagé, respirant lourdement après avoir vaincu seuls ses ennemis, il ne regarde pas seulement un film. Il regarde un homme qui se battait pour ses idéaux, sa liberté créative et sa vérité. Les applaudissements qui ont suivi la fureur de vaincre n'étaient pas seulement pour le héros qui avait terrassé ses ennemis, ils étaient pour l'artiste qui avait refusé de transiger, même quand cela signifiait briser les murs autour de lui. L'héritage d'un vrai combat. Le dojo a peut-être été reconstruit, les bobines montées, le plateau balayé, mais l'énergie qui a explosé ce jour-là n'a jamais vraiment disparu. Des décennies plus tard, le duel Bruce Lee contre Suzuki reste vivant, comme un pouls préservé dans chaque image. Ce n'était pas juste une scène de combat de plus, c'était le moment où le cinéma lui-même s'est réveillé à ce que pouvait être une émotion réelle à l'écran. Les historiens appellent ça le jour où le cinéma d'arts martiaux a changé pour toujours. Avant Bruce, les combats étaient des danses chorégraphiées, gracieuses, prévisibles et sans danger. Mais Bruce a déchiré cette illusion avec une nouvelle philosophie. Chaque coup doit avoir un but. Chaque mouvement doit signifier quelque chose. Et dans cet échange brut avec Suzuki, le public a vu non pas seulement de l'action, mais de la vérité. Les membres de l'équipe présents disaient qu'on sentait la température de la pièce monter quand Bruce entrait dans son personnage. Ce n'était plus du jeu, c'était de l'incarnation, la fureur, la douleur, l'intensité. Tout venait de quelque part de plus profond. Quelque chose qu'on ne pouvait pas simuler. Même des années plus tard, les coordinateurs de cascade citaient cette scène comme référence, l'appelant le moment où la réalité a transpercé le film. Et puis il y a eu le mystère, les rumeurs de bobines non montées qui existeraient encore quelque part. Archives cinématographiques, collectionneurs privés et même d'anciens employés des studios ont affirmé que ces images chocs restaient cachées, jamais vues du public. Certains disent donc qu'elle montre sans main le chaos non édité. D'autres assurent qu'elle prouve jusqu'où Bruce s'est poussé, lui et ceux autour de lui. Pourtant, personne ne les a jamais produites, détruites ou enfermées dans un coffre pour protéger des réputations. Personne ne le sait avec certitude. Cette incertitude n'a fait qu'alimenter la légende. Quand la fureur de vaincre est sortie dans les salles du monde entier, l'impact a été immédiat. Le public ressentait quelque chose de nouveau. Une connexion viscérale, comme si Bruce avait brisé non seulement des planches de bois, mais le quatrième mur lui-même. Les critiques ne savaient pas l'expliquer, mais ils étaient tous d'accord sur un point. Personne n'avait jamais vu ça. La légende de ce combat est devenue partie intégrante du mythe de Bruce. Preuve qu'il ne faisait pas seulement des arts martiaux, il les vivait, les respirait et y mettait toute son âme, quel qu'en soit le prix. Et tant que les murmures sur cette bobine cachée continuent d'écho dans les cercles cinéphiles, une vérité troublante demeure.
Peut-être que la raison pour laquelle ces images nous fascinent encore, ce n'est pas parce qu'elles montreraient de la violence, mais parce qu'elles montreraient de la vulnérabilité, celle d'un homme si dévoué à la vérité qu'il était prêt à tout détruire autour de lui pour l'exprimer. Parce qu'au final, Bruce Lee n'a pas seulement cassé le décor, il a cassé les limites du cinéma. Et c'est pour ça que, même des décennies plus tard, ce moment, ce chaos, vit encore. La scène qui a détruit un décor a fini par construire un héritage qui brûle encore dans chaque image que Bruce Lee a touchée. Alors, était-ce juste du jeu ou quelque chose de réel s'est-il réellement déroulé ce jour-là sur le plateau? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.